Aujourd'hui, je reçois Jeanne Pouget, professeure et formatrice de professeurs de yoga, journaliste et co-créatrice du blog Chittavriti. Nous échangeons sur son parcours, sa vision du monde du yoga actuel, mais nous nous interrogeons surtout sur la façon dont le yoga classique et la vie moderne peuvent se compléter. Bonne écoute. Salut Jeanne. Salut. Bienvenue dans La Tête aux Pieds. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oh là là, ça dépend. En tant que quoi ? En tant que... alors moi, je t'ai invité en tant que journaliste et prof de yoga. Ah, Est-ce ok. que ça te paraît être une définition qui colle ? Ouais, pourquoi pas. Bon, on est des êtres multiples, mais en tout cas, voilà, en qualité de... Ok, pour resserrer l'angle. Donc, je m'appelle Jeanne Pouget. J'ai 32 ans. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier cet épisode. Courant à la rentrée 2022, quoi. Ok, donc j'ai 33 ans. D'accord, voilà, on fait un saut dans le temps. Un saut dans le temps. Et je réside à Paris, où je donne en effet des cours de yoga, où j'ai créé mon blog, co-créé mon blog Qui s'appelle de comment ? yoga, qui s'appelle Chittavriti, avec une amie qui s'appelle Zineb Fazi, qui est aussi professeure de yoga maintenant à Lyon. Je contribue à un magazine qui s'appelle Esprit Yoga depuis 2015. Je suis formatrice aussi en histoire et en philosophie du yoga pour des yoga teacher training de 200 heures. Je participe aussi à des retraites, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ouais. En lien avec le yoga, mais en lien avec le yoga. Mais tu as une approche et une perspective bien à toi que je trouve essentielle aujourd'hui pour intégrer le yoga dans nos vies d'une façon qui soit pertinente. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Mais il y a une question que je pose à tous les invités d'abord, et c'est qu'est-ce que ça veut dire la tête aux pieds pour toi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? D'accord. Et là, comme ça, tout de go, je dirais Chakrasana. Ok, alors qu'est-ce que c'est Chakrasana ? C'est le nom d'une posture assez avancée en yoga qu'on retrouve notamment dans les séries d'Ashtanga Vinyasa et qui est donc une flexion arrière, donc autrement dit un back bend, même si je déteste les anglicismes dans le yoga, et donc qui consisterait, alors comment imaginer ça ? C'est pas quelque chose que je pratique, et donc posture debout, flexion arrière, et venir attraper ses chevilles avec ses mains, mais par l'arrière. Ok, donc plié en deux avec en gros l'arrière du crâne vers les mollets, quoi. Ouais. Ok. Donc là, on a la tête aux pieds, quoi. Effectivement. Enfin, moi pas, mais... Moi non plus. mais voilà. Mais il y a sûrement des gens qui se lèvent le matin et qui se... Ouais. Alors donc, si tu me dis la tête aux pieds dans un podcast de yoga, ouais, moi, là, j'ai l'image de Chakrasana qui me vient. Et je mettrai... La roue, voilà, qui veut dire la roue. La roue. Ok, on mettra l'image pour que les gens puissent se rendre compte. Mais alors, ça a l'air difficile de faire cette posture quand même. Je sais pas, je n'en suis pas là. Et c'est pas non plus une ambition, d'ailleurs. Et alors... Je pense que ça doit même être assez mauvais. Oui, à long terme, c'est peut-être pas... On voit bien que le corps a été organisé plutôt pour aller vers l'avant que vers l'arrière. Oui. Mais alors, du coup, si pour un truc plus accessible, peut-être pour le commun des mortels, est-ce que... La tête aux pieds ? Ouais. Et la tête aux pieds, je sais pas. Ah, en termes de posture, quelque chose de plus accessible ? De posture ou de, je sais pas, intellectuel ou comme image. Oh là, je suis hyper scolaire. Moi, je pense qu'il y a des postures de yoga. Là, c'est nul. Okay. Non, c'est très bien. Voilà, c'est ton. Voilà, chacun a sa réponse et donc du coup, il y a des postures qui permettent de relier la tête et les pieds. Alors peut-être aussi vers l'avant, du coup, la pince, qui est peut-être plus facile à faire. Voilà, c'est ça, exactement. On peut plier les genoux un petit peu. Voilà. Mais que donc les postures, ça peut être une façon de relier la tête et les pieds. Ouais. D'accord, très bien. Alors, du coup, tu as une double casquette donc d'enseignante et de formatrice. Donc ça, c'est plutôt vraiment pour le domaine des cours, même si tu parles aussi de philosophie dans tes formations. Et une approche journalistique, tu dirais, est-ce que c'est le bon terme ? À la fois pour des magazines, donc Esprit Yoga, c'est ça ? Et aussi pour un blog, et où là, tu as plus d'indépendance d'écriture, enfin de propos. Tu as donc cofondé avec Zineb, comme tu le disais tout à l'heure. Et dans ce blog, mais aussi dans tes articles, tu développes une approche où tu mets en lien des aspects traditionnels du yoga, que ce soit philosophique ou de pratique, avec des problématiques plus modernes. Enfin, ou en tout cas, tu les abordes sous un angle plus moderne. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ça ?
Ouais, donc je développe un petit peu l'esprit du blog. Ouais. Et ben, l'idée, en effet, c'était de parler de yoga, mais pas selon un angle qui était déjà, selon nous, vu et revu, sans que ce soit une critique par ailleurs, qui aurait été de parler de posture. Puisque ce qui se faisait beaucoup, en tout cas nous, quand on a lancé notre blog, c'était, on va dire, des choses très techniques et pratiques. Comment bien faire telle posture, qu'est-ce que la respiration bidule, qu'est-ce que machin. Et nous, ça ne nous intéressait pas plus que ça. Et puis, il y avait déjà suffisamment de blogs qui en parlaient. Enfin, et, voilà, nous, ça nous intéressait pas de faire ça, de faire la même chose. Ce qui nous intéressait, c'était en fait de partager nos interrogations personnelles sur le yoga, sur le monde du yoga, et en particulier sur le yoga contemporain mondialisé. Et donc sur ce qu'on pratique finalement aujourd'hui. Et pas dans des choses très techniques, très pratiques, scolaires. Je dis n'importe quoi. Si tu veux faire Paschimottanasana, les ischions sont ici, les pieds sont là, voici les variations avec ta brique. Il y a 1 milliard de tutos sur YouTube. Et c'est super que les gens le fassent. Hein, c'est pas du tout une critique ou une moquerie. Mais nous, c'était pas ça qui nous intéressait. Donc c'était parler de yoga, mais pas par rapport à l'aspect pratique, physique. C'était vraiment plutôt par rapport à l'aspect, on va dire, plutôt intellectuel, historique, philosophique, mais sans non plus entrer dans parfois des considérations trop complexes. Enfin, disons que sans qu'on l'ait voulu, on s'est engouffré dans un sas qui était hyper béant entre soit des recherches très poussées sur le sanskrit, de bouquins qui étaient accessibles uniquement qu'à des intellectuels dans ce milieu-là, ou au contraire, comment faire la posture du papillon, quoi. Donc voilà. Donc on n'a pas fait d'études marketing avant, c'était pas quelque chose de calculé. On a juste fait notre truc et il se trouve que ça a rencontré son public parce que probablement que justement ça avait sa place à ce moment-là. Bah moi, il me semble que ça répond à un vrai besoin en fait, parce que effectivement, les gens ils sont pas forcément académiques, voilà, ils font pas des recherches poussées, ni contorsionnistes, et pourtant, le yoga est vraiment en expansion, et donc je crois que votre travail, ça répond à la question de à quoi ça sert finalement, au-delà des prouesses ou au-delà effectivement de notions philosophiques anciennes et pas forcément très accessibles de prime abord. Et ça contribue à la démarche de faire rentrer le yoga dans le quotidien et de l'adapter aussi pour nos besoins, nos corps, nos esprits. Et tu parlais du fait qu'il y a un yoga moderne mondialisé, enfin contemporain et mondialisé, c'était les termes que tu as utilisés, je crois. Et alors, ce serait quoi les caractéristiques de ce yoga contemporain et mondialisé ? Voilà, large question. J'ai combien ? J'ai 2 heures ou 4 heures ? 4 heures. Là, tu dois rendre ta copie et après, on corrige. Écoute, j'ai pas réfléchi à cette question pour te faire une réponse, on va dire, suffisamment précise et universitaire et académique, justement. Mais ce que j'entendais par le yoga mondialisé, ça serait typiquement le yoga que l'on va pratiquer aujourd'hui dans les studios des grandes métropoles mondiales et qui donc se ressemblent. Et qui, on va dire, selon les hypothèses notamment de plusieurs chercheurs anglo-saxons, aurait débuté donc cette mutation à partir du 19e siècle. Parce que si on parle du yoga, on va dire peut-être avant cette période, et notamment avant la période coloniale en Inde, on était sur quelque chose qui n'était pas forcément lié au corps physique, enfin en tout cas pas comme on l'entend aujourd'hui au sens d'énormément de postures, d'asana, de quelque chose de presque gymnique. Donc voilà, ce que j'entends par le yoga mondialisé, ça va être ce que monsieur ou madame un tel ou une telle comprend par le mot yoga si tu lui parles dans la rue, et que voilà, c'est ça. Donc, si on dit aujourd'hui je fais du yoga pour des gens qui ne connaissent pas forcément, ils voient des enchaînements de postures et comme tu dis presque une gym pour être fit et flex, quoi. Alors que
enfin, ça a beaucoup évolué parce que c'est très ancien. Et donc, la forme classique aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on pense qu'elle avait comme aspect, c'était plutôt méditatif et quelque chose de basé sur le contrôle de l'esprit et de la respiration. Enfin, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, que les postures sont venues beaucoup plus tard. Et tu parlais justement de l'époque coloniale et du fait que ça avait modifié la pratique du yoga. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le fait qu'il y ait une occupation britannique de l'Inde, ça a changé le yoga ? En fait, c'est un jeu d'aller-retour puisque le fait qu'il y ait eu la colonisation donc pendant presque 100 ans entre le 19e et le 20e siècle en Inde, donc les Britanniques qui ont occupé l'Inde, ça fait qu'il y a des rencontres qui se font, donc deux mondes qui se rencontrent, pas forcément de la meilleure manière, mais peu importe, là n'est pas le sujet. Donc il y a des rencontres qui se font entre un monde, donc le monde des colons et le monde des colonisés. Et donc le yoga va être découvert notamment à cette période par les Occidentaux, et puis ça va créer aussi une forme de fascination. Donc il y a cette première vague qui est que ce sont, on va dire, les Occidentaux, les Britanniques qui se rendent en Inde, s'invitent, s'imposent, et découvrent le yoga. Et après, il va y avoir l'autre vague, plutôt la vague des années 50 ou des 60s ou des années hippies, où ce sont les Indiens, notamment des gourous indiens, qui vont se rendre aux États-Unis, et en particulier en Californie, et rencontrer le monde occidental et leur présenter un yoga qu'ils vont eux-mêmes d'ailleurs adapter ou réajuster aux attentes des Occidentaux et de la jeunesse de la contre-culture de l'époque. Donc il y a des allers-retours, c'est-à-dire que le yoga s'est modifié en fonction de ses interactions, à la fois coloniales et à la fois après justement période des 30 glorieuses, où il y a plus de liberté, où le corps est vu d'une façon aussi par les Occidentaux, par cette nouvelle jeunesse. Donc, ce n'est pas uniquement la colonisation, il y a aussi après, période post-coloniale. Mais pour dire quelque chose de plus concret, par exemple, la colonisation, comme dans la plupart des colonisations en général, a eu pour effet en Inde de modifier le rapport, la vision qu'avaient les Indiens de leur propre corps. Puisque dans un système d'oppression, dans la plupart des systèmes d'oppression, mais en tout cas de l'époque dans laquelle on parle, les Indiens étaient vus par les colons comme, on dirait, une race dégénérée. Ils étaient vus comme étant chétifs, plus faibles, et forcément, évidemment je fais exprès, et donc forcément plus faibles puisque colonisés. Et donc forcément les colons plus forts puisque colons. Et c'est une vision du corps qui va être internisée, notamment par les Indiens. Et le fait de faire du yoga va être aussi pour eux une manière de se réapproprier leur corps, de se réapproprier leur culture et de préparer l'indépendance. Puisque donc on est dans une période où s'il y a colonisation, il y a aussi volonté d'indépendance de l'autre, montée du nationalisme. Et le corps devient aussi politique. Et le yoga s'ancre dans cette dimension politique du corps. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est très clair, je crois. Et donc, du coup, c'est là aussi qu'il y a eu un accent mis sur l'aspect postural pour développer, donc, du coup, la force physique, par exemple, le fait que... si c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, que, par exemple, Krishnamacharya, qui a réformé un peu la pratique du yoga et qui lui a donné un aspect plus postural, comme ce qu'on connaît maintenant, il a intégré, du coup, en s'inspirant peut-être de méthodes de gymnastique occidentale, le fait de faire les salutations au soleil, de faire plus les pompes pour développer la force des bras, etc. Ça, c'est des choses que j'ai entendu dire. Est-ce que toi, ça colle avec ce que toi, tu connais ? Concernant Krishnamacharya lui-même, je ne sais pas, parce que déjà, il n'a jamais quitté l'Inde. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il aurait eu vent ou il se serait lui-même inspiré de techniques gymniques occidentales, notamment la gymnastique harmonielle ou des arts martiaux, des choses comme ça. En revanche, ce qui est vrai,
c'est qu'au début du XXe siècle, enfin même fin du XIXe siècle, ça va être une période de l'essor en Occident de la culture du corps, de la culture physique. On va dire aussi une forme de renaissance de la culture physique qui existait par exemple déjà dans la Grèce antique, où on valorisait beaucoup les corps jeunes, masculins, forts, musclés, etc. Bon. Donc on va dire une sorte de renaissance ou d'énième renaissance de la culture physique. Et ça va être la naissance des Jeux Olympiques modernes, ça va être la naissance des premiers concours de bodybuilding aux États-Unis. Alors pas le bodybuilding au sens actuel de soulever de la fonte et de boire des protéines shakes, mais plus littéralement bodybuilding, construction du corps, donc faire des exercices physiques pour développer son corps. Ça va aussi avec la montée dans les années 20 des mouvements hygiénistes, c'est-à-dire de penser qu'une société sera on va dire meilleure si voilà, dans des corps sains, enfin voilà, une sorte de revivification d'esprit sain dans un corps sain, ce qui n'est pas faux en soi d'ailleurs. Et donc on le disait, avec la colonisation fait qu'il y a des allers-retours et que cette culture physique, cette culture du corps, elle va arriver aussi en Inde et qu'il va y avoir des bodybuilders aussi indiens qui vont être très inspirés par ça, et notamment pour revenir au contexte dont on parlait tout à l'heure, de voilà, développer un corps fort pour aller chercher l'indépendance, pour créer une nation plus forte, pour se réapproprier aussi sa propre culture. Donc il y a des mélanges qui vont se faire, des interactions, des échanges. Voilà, et donc je ne sais pas le rôle de Krishnamacharya là-dedans, parce que je ne sais pas. En revanche, des personnes comme Bishnu Ghosh, qui était un très très grand culturiste indien, de Calcutta, pour sûr, était vraiment dans ce milieu-là de la construction du corps, du bodybuilding. Je pense a même fait des couvertures de magazines, peut-être même aux États-Unis, avec la naissance justement des magazines papier sur le sport. Et Bishnu Ghosh, c'était... donc on le connaît pas trop, mais on connaît mieux un de ses disciples qui s'appelle Bikram Choudhury. Ok. Ouais. Lui, on connaît donc, bien. Donc maintenant, on comprend le lien. Donc voilà, Bikram Choudhury. Qui a par ailleurs voulu copyrighter la séquence de Bikram, je crois que c'est 26 postures, aurait en fait tout simplement répété ou copié-collé cette séquence de son instructeur Bishnu Ghosh. Mais d'ailleurs, quand on pratique le Hatha, Ghosh a fait des séries aussi. De la même manière que Patabi Joyce a fait des séries, de la même manière que Shivananda a fait des séries. On était beaucoup dans la série, en fait. Est-ce que tu peux... Alors, enfin, parce que moi, effectivement, c'est des choses que je connais, mais est-ce que tu peux réexpliquer très rapidement qui est Bikram, par exemple, et cet aspect de série, qu'est-ce que ça veut dire, faire des séries? Oui, donc je commence par série. Donc, il va y avoir, justement, à partir du début du XXe siècle, le développement d'un yoga postural en série routinisée. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, on va dire, la série 1, ça va être, donc, tu as Uttanasana, Trikonasana, Parivrita Trikonasana, Parshvakonasana, Parivrita Parshvakonasana, bon bref. Et donc, c'est comme ça. Et donc, quand tu vas faire du yoga, tu vas faire toujours la même série. Donc, c'est ce qu'a développé notamment Patabi Joyce dans l'enseignement de Krishnamacharya, ce qui donne aujourd'hui lieu aux séries d'Ashtanga, donc il y en a 6. Ensuite, Shivananda, pareil, lui, c'est toujours la même chose. Donc tu as indéfiniment 12 salutations au soleil et ensuite tu commences la pratique, mais d'une manière énergétique inversée. Tu commences par les postures inversées et tu finis par les postures debout. Donc tu vas commencer par Shirshasana, tu vas finir par Trikonasana. Bishnu Ghosh aussi a développé des séries qu'on connaît peut-être un peu moins aussi parce qu'elles sont un petit peu oubliées, mais c'est du Hatha. Et Bikram, donc pour faire une suite logique, a développé, lui, une série. Enfin, c'est même pas développé, puisque les postures existent déjà. Mais il va dire, voilà, la série Bikram, donc il va donner son nom à la série, de la même manière que Shivananda a fait la même chose. La série, ça va être ça. Donc, tu commences par une sorte de Utkatasana, machin, et puis il fait toutes les postures 2 fois, dans une salle chauffée, à je sais plus combien de degrés, mais c'est très chaud, et avec beaucoup d'humidité également, enfin, comme une sorte de... Ça ressemble un peu presque à un hammam, pour beaucoup faire transpirer. Et donc, qui était Bikram, donc c'est toujours, parce qu'il est encore vivant, c'est un gourou de yoga indien, je crois pareil, qui vient de Calcutta, où il a dû rencontrer son maître Ghosh. Et il a immigré aux États-Unis, je dirais, dans les années 80. Dans les années 80. Et il a développé là-bas donc, son yoga,
qu'il a voulu d'ailleurs copyrighter, qui s'appelle le yoga Bikram, qui a un peu moins le vent en poupe actuellement, mais qui avait beaucoup le vent en poupe à l'époque. Et donc, le yoga Bikram, c'est toujours la même série de 26 postures, pratiquées 2 fois dans une salle chauffée à tant de degrés, avec tant de % d'humidité. Voilà. Et ensuite, il a beaucoup fait d'argent en développant notamment les formations de professeurs de yoga Bikram. Pour $10,000, tu peux te former toi-même au yoga Bikram. Et donc, il a formé énormément de gens. Donc, pareil, je crois qu'il avait immigré en Californie. Et sa méthode a rencontré beaucoup de succès, notamment auprès de stars. Parce que c'est toujours comme ça, le yoga. Au début, c'est un milieu secret. Après, ça devient un milieu contre-culturel. Et souvent, d'ailleurs, ce sont un peu les stars ou les gens du showbiz qui vont là-dedans. Et ensuite, ça devient un milieu mainstream. Souvent, voilà, cette évolution-là. Donc, il y a beaucoup de stars qui sont devenues des aficionados, je ne sais plus, j'avais regardé les noms, mais bon, bref, peu importe, du yoga Bikram. Donc, ils lui ont fait sa pub, donc il est devenu mainstream aussi, très populaire. Et puis, je pense que ça a rencontré, une fois de plus, les attentes du public américain de l'époque. C'est-à-dire, on était aussi aux États-Unis, c'était le premier pays où il y a commencé à avoir des problèmes d'obésité, où il y a énormément de sédentarité, où les gens se déplacent uniquement en voiture, bougent peu, ont un rapport au corps aussi assez particulier à cause de ça. Et je pense qu'il y a une rencontre en fait entre Bikram et ce public aussi californien qui est toujours justement à la fois à la marge et à la fois avant-gardiste sur le corps, sur la façon de se réapproprier son corps et de justement pas devenir la fameuse coach potato qu'était en train de devenir cette société américaine de l'époque et ça a continué. Voilà. Une patate sur canapé. Ouais. Et alors après, pour continuer sur le CV de Bikram Choudhury, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, je sais plus, en 2018, un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Bikram Choudhury, gourou, prédateur et je ne sais plus le troisième mot, gourou, idole, prédateur, bref, je ne sais plus, mais ça ressemble à ça. Et qui est une sorte d'enquête en fait sur ce personnage et qui dévoile des agissements contraires à l'éthique du yoga et puis peut-être contraires à l'éthique humaine tout court, à savoir de multiples accusations d'attouchement sexuel, de viol, comment dirais-je aussi, pas d'arnaque financière, mais d'abus de biens sociaux, d'argent, détournement de fonds, enfin bon, bref, la totale, quoi. Et puis c'était, alors ça, enfin, c'est avéré, semblerait-il, mais même dans la pédagogie qu'il avait, il y avait quelque chose qui était, moi j'en ai pas fait beaucoup, mais de très, pas avec lui, mais de très militaire et de très nuisible en fait pour l'intégrité physique, mais même pour l'intégrité un peu morale des pratiquants. Ça avait l'air très dur et lui, je pense qu'il mettait un point d'honneur justement à prendre l'ascendant, que ce soit physique ou mental, sur les pratiquants. Et c'était, semblerait-il, quelque chose qui passait à ses instructeurs aussi, une sorte de dureté comme ça, et qui pouvait être très, très brutale, quoi. Bah, quand tu fais une formation de yoga Bikram, en fait, tu apprends un speech. Ça s'appelle le speech de Bikram. Donc, si tu as fait cette formation et que tu veux enseigner le yoga Bikram, tu vas pas dire ce que tu veux dire, toi, aux élèves. Tu répètes le speech de Bikram mot pour mot, et c'est ça que tu apprends dans une formation. Et voilà, c'est ça la méthode. Cela dit, déjà, premièrement, je trouve qu'il a rien inventé, et d'une certaine manière, je comprends cette pédagogie qui est un petit peu à l'ancienne, peut-être que nous, maintenant, ça nous choque, et parce qu'on sait ensuite ce que lui en a fait, et que ce personnage est malsain. Mais si on met ça de côté, si on parle juste de la pédagogie et de la méthode, ça nous paraît archaïque aujourd'hui où justement on déboulonne beaucoup de choses à ce sujet, mais c'est pas incohérent par rapport à la pédagogie de l'époque. Enfin, si tu te replaces, je sais pas moi, à l'enfance de nos parents, je sais pas, moi ma mère me disait, bah mon père il me donnait des coups de ceinture, tu vois. Enfin bon, mes parents ils sont un peu âgés, mais et mes grands-parents sont nés en 1900, mais enfin étaient. Mais voilà, si on se replace dans un contexte, c'est pas anachronique pour moi d'être dans une pédagogie où t'es pas là pour te marrer. Et si et puis d'ailleurs, Krishnamacharya lui-même, enfin sans aller, voilà, si on remonte même plus loin, puisque Krishnamacharya, on dit souvent que c'est le père du yoga moderne, c'était quelqu'un extrêmement sévère.
Et à mon avis, Bikram, s'il était allé chez Krishnamacharya, il s'en serait pris aussi des torgnoles. Oui. Donc, il y a aussi dans le yoga, on va dire indien, un petit peu plus traditionnel, des lignées, justement le respect des lignées, le respect des méthodes. Et toi, t'es pas là pour venir, comme on fait beaucoup aujourd'hui dans un extrême inverse, ramener ta creative touch and go with the flow and it's amazing the way you are. C'est pas ça, ma gueule, tu vois. Tu viens, tu fais ce qu'on te dit. Et voilà. Moi, j'ai une petite nostalgie de ça quand même. Enfin, non, oui, mais dans les arts martiaux, voilà. Il y a toujours des allers-retours en fait, où il y a quelque chose de très normatif. Et d'abord, moi, j'ai suivi ça, le plus fidèlement possible. Après, je suis parti à l'inverse parce que j'ai eu d'autres expériences et donc j'ai beaucoup remis ça en question et tout ça. Et maintenant que je dois guider plus de gens, je comprends en fait, il y a des trucs. Alors bon, j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Ouais. Je disais, ils avaient peut-être pas tort finalement. Oui. Et de dire, c'est plus possible et c'est très bien. Mais moi, on me disait des fois, ferme ta gueule et écoute et regarde, surtout ouvre bien les yeux. Et si t'as pas regardé, c'est ton problème, moi je te réexplique pas. Donc c'est un peu extrême, mais ça développait certaines vertus en fait. Il faudrait trouver un équilibre entre, bien sûr. de respecter l'intégrité et de favoriser l'épanouissement des gens, mais aussi qu'il faut transmettre quelque chose en fait. Et cette notion de lignée, elle est vachement importante parce qu'il y a, je crois aussi, le souci de se dire on a un truc précieux, on n'est pas là pour très longtemps et il faut trouver des gens qui vont pouvoir le recevoir et qui vont eux aussi le transmettre. Enfin, il y a la nécessité, je pense, de savoir qu'on a quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Et qu'il faut s'assurer que ça va continuer. Enfin, c'est une sorte d'héritage, en fait, qui n'est pas matériel. Et justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est compliqué à transmettre, mais nécessaire. Mais le problème, c'est un peu comme les religions, finalement. Si c'est trop scripté, si on perd si on n'a que la lettre et qu'on n'a plus l'esprit de la lettre, ça se fige et ça perd son âme en fait. Donc c'est toujours un équilibre entre chacun doit amener un peu de soi et transmettre aussi quelque chose de plus commun, quoi. Et puis j'ajoute à ce sujet que le yoga, comme la plupart des cultures, comme tout ce qui a trait à la culture indienne notamment, c'est ancré jusqu'à très récemment dans une culture de l'oralité. Par exemple, les textes sacrés de l'hindouisme, donc les Védas, ont été placés que très tard à l'écrit. Et avant, ils ont été transmis par l'oral. Donc, on est dans une culture orale où tu transmets de père en fils, de maître à disciple. Et le yoga, donc, n'a pas été exemple de ça, a été posé sur écrit bien, bien plus tard. C'est ça aussi qui fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne peut pas affirmer, on peut faire des hypothèses, il y a des recherches. Parce qu'il n'y a pas forcément énormément de textes ou pas toujours en bon état, puisque d'ailleurs en Inde, il y a un climat différent, donc la façon de... Bon, plus évidemment actuellement, c'est différent, mais pendant très longtemps, les textes ne pouvaient pas être gardés en bon état à cause de l'humidité, des moussons, des petites bêtes qui mangeaient. Non, mais c'est vrai, c'est pas le même climat, donc tu gardes pas les papiers de la même façon. Et ainsi, donc oui, le fait qu'on soit dans cette culture de l'oralité fait que l'enseignement varie par rapport à quelque chose qui est placé par écrit. Donc tout ça, c'est aussi un élément en plus. Et sinon, je voulais rajouter une petite anecdote par rapport à ce que à ce qu'on disait avant sur la discipline. Il y a dans le film Le Souffle des Dieux, le maître B.K.S. Iyengar, qui a eu donc pour maître Krishnamacharya également. Donc il raconte qu'il était assez jeune, donc il était l'élève de Krishnamacharya, et que Krishnamacharya donc dit à Iyengar, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, peu importe, tu vas présenter telle posture au public, puisque à l'époque, à ce moment-là, le yoga servait aussi beaucoup de démonstration dans le palais de la ville de Mysore, dans le palais du Maharaja de Mysore, pour justement montrer la grandeur de la culture indienne. Donc il lui dit, voilà, tu vas aller présenter cette posture. Je sais plus, il me semble que c'est Paschimottanasana. Donc parfois on dit la pince ou flexion avant, si on préfère assise. Et Iyengar est un peu paniqué parce qu'il sait pas faire la posture, genre justement parfaitement, pas comme aujourd'hui, fais ce que tu peux, tu vois. Non, Paschimottanasana, t'as le ventre sur les cuisses, le nez dans les genoux et point à la ligne, quoi. Et lui, il n'est pas assez souple, il n'est pas assez entraîné. Il se dit, mais je ne vais pas pouvoir y arriver, ça va être la honte. Donc, le jour même, il décide de mettre un short un petit peu serré et il dit à Krishnamacharya, je suis désolée, je ne peux pas faire la posture. En fait, mon short me gêne ou mon habit me gêne. Et Krishnamacharya prend une paire de ciseaux, lui découpe son
son vêtement, il lui fait bah voilà, maintenant il n'y a plus de problème. Et il le pousse dans la posture et il lui fait une déchirure. Et Iyengar explique que pendant 2 ans, il a été blessé, il pouvait plus, il a dû faire la rééducation par. Donc voilà. Oui, c'est très différent de ce qu'on connaît. Et je dis pas que c'est mieux, hein. C'est juste une anecdote. Oui, mais c'est ce que j'apprécie dans ton approche, c'est qu'après on reparlera du fait que tu t'abordes, enfin on a déjà parlé, mais le yoga sous un angle moderne, qui peut être féministe ou postcolonial ou des choses comme ça, donc des courants de pensée qui sont très, très puissants aujourd'hui, mais qu'en même temps tu rejettes pas l'aspect traditionnel en bloc. Enfin, tu vois aussi donc c'est important, je pense, cet équilibre, parce que aujourd'hui on veut tout déconstruire, mais il y a des choses aussi, si ça a mis 5000 ans à se construire, c'était peut-être pas pour rien, et qu'en 15 ans on va dire ah bah non, en fait tout ça ne va pas, et qu'il y a des dérives dans le yoga, à la fois peut-être dans le côté traditionnel qui peut être très autoritaire et qui peut être nuisible, mais de complètement transformer ça en gym cool, pseudo-bienveillante, enfin c'est pas rendre service au yoga non plus, ni aux pratiquants d'ailleurs. Donc je pense que c'est très important de trouver l'équilibre entre l'intérêt de cette tradition, pourquoi c'est comme ça, et quelle était la nécessité qui a poussé les gens à structurer la pratique comme ça, et qu'il y a probablement des aspects très pertinents. Moi j'étais contre les séries par exemple, et que en fait non, enfin moi j'aime bien inventer mes cours comme ça, mais qu'en fait l'intérêt de la série, c'est que l'enseignement il est transmis justement, et que l'ashtanga, il y a tout dans le monde entier. Donc l'ashtanga c'est un style de yoga, voilà, structuré autour de 6 séries comme tu le disais, et donc tout le monde, tous ceux qui font de l'ashtanga, que ce soit à Tombouctou, à Tokyo ou voilà, ils font les mêmes séries. Donc peut-être pas de la même manière, il y a des gens qui revisitent tout ça. Il y a des adaptations. Mais en tout cas, ça a fait que le style, il est transmis de façon... ça fait 1 siècle à peu près que ça existe. Ouais. Et que voilà, l'ashtanga, c'est comme ça, et on connaît le style d'ashtanga. Donc ça a des vertus, puisque si la nécessité, c'est de transmettre aux générations futures une méthode qui permette la santé, le développement spirituel et tout ça. Enfin, moi, encore une fois, je suis pas ashtangi et j'aurais plein de mal à dire de l'ashtanga, mais ça voilà, indéniablement, ça permet la transmission d'un style qui est pas forcément le même que tous les trucs flowy, showy, voilà, enfin, c'est difficile quand c'est pas structuré de transmettre un enseignement. Donc ça a des vertus, et moi je trouve ton approche vraiment intéressante à ce niveau-là, que c'est équilibré, en tout cas tu es en recherche de ça, que c'est pas tranché d'un côté ou de l'autre, c'est pas ultra traditionnel ou complètement postmoderne déconstruit, quoi. Ouais, je dirais que c'est peut-être la vertu de pas de ma formation, mais peut-être de mon bagage journalistique, c'est-à-dire que moi, entre guillemets, mon job, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, c'est comme si, c'est comme ça, c'est voilà les faits. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors après, j'ai mon avis derrière. Parfois, je le donne aussi sur mon blog, parce que c'est mon blog et après tout, je fais ce que je veux. Oui. Mais ouais, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les faits, de comprendre. Parce que voilà, dans ce milieu-là, parfois, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. T'as des interrogations. Et ce qui a fait que j'ai co-créé ce blog, enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été d'apporter des réponses à mes propres questions. Parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais du coup, si tu as envie d'avoir une réponse claire et correcte à tes propres questionnements, tu vas investiguer, tu vas essayer de faire les choses en profondeur. Et je me suis dit après, voilà, on va partager ça aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est ça. Je pense pour moi, le journalisme, c'est ça. D'ailleurs, de toute façon, quand tu lis enfin, sauf quand tu es dans un magazine très orienté ou quoi, c'est toujours orienté. Mais l'idée, c'est d'être quand même assez neutre et de voir les faits et d'essayer de comprendre le monde. Et là, en l'occurrence, de comprendre le yoga, de comprendre ce qu'on pratique, de comprendre ce que ça dit de la société, de comprendre ce que ça dit de nous, de notre position dans le monde. Enfin, voilà, c'est essayer de se comprendre aussi. C'est peut-être presque aussi une auto-analyse. Mais si tu as envie d'avancer, moi, ça m'intéresse pas d'être binaire. Et puis, c'est pas que je change d'avis, mais tu donnais l'exemple de l'ashtanga. Ça fait des lustres que j'ai envie d'écrire un article à ce sujet parce que voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, et tout n'est pas noir ou blanc en fait. On parlait de la série tout à l'heure, il y a des choses qui paraissent un peu obsolètes, mais ça a aussi des vertus. Et voilà, c'est ça. Moi, je trouve que la mesure et la modération, hashtag voix du milieu, Siddhartha, si tu nous écoutes. C'est ça. Voilà.
Ok. Et justement, donc tu parlais du fait que tu es à la fois journaliste et enseignante, et tu as un parcours de formation qui est un petit peu différent du modèle classique qu'on peut rencontrer à Paris en général. Est-ce que tu peux revenir globalement sur mon CV? Voilà, sur ton CV de prof de yoga qui, je crois, est un peu atypique. Ouais, mais moi, je le trouve super banal. Super banal. Eh ben, alors, les auditeurs jugeront. Raconte-nous brièvement. Ouais, alors... Par où commencer? Donc, j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2012 à Paris avec un prof de yoga indien dans une salle pas sexy. Ensuite, au bout de quelques années, donc ce prof de yoga était aussi thérapeute, pas thérapeute, pardon, c'est pas le mot. Comment on dit, pas thérapeute, en Ayurveda. Praticien, oui. Ouais. Thérapeute, c'est un autre mot. Praticien en Ayurveda. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda. Donc, je suis partie en Belgique faire une formation en nutrition ayurvédique sur 2 ans. Donc, je ne suis pas partie 2 ans là-bas. Je faisais des allers-retours, j'habitais à Paris. En même temps que mon travail de journaliste. Donc, tout ça, j'étais journaliste à l'époque. Et voilà, donc je faisais ça les week-ends. Ensuite, je suis partie voyager en Australie, en Asie. Et quand je suis revenue, j'ai continué à pratiquer le yoga de plus en plus. Et là, j'ai eu envie de me former. Donc, je suis partie en Inde faire une formation de 200 heures classiques en Hatha Yoga dans la campagne de Mysore. Ensuite, j'ai fait une formation de Yoga Nidra en Ardèche. Une formation de 300 heures de Hatha à Rishikesh dans le nord de l'Inde et une formation de Yin à Montreuil à Paris. Ah oui, donc c'est entre la France et... Ouais, mais bon, tout ça c'était sur, on va dire, 2 ans, tu vois. Et pendant cette période-là, j'étais quand même plus basée en Asie du Sud et du Sud-Est, donc j'ai commencé à enseigner le yoga là-bas, en particulier au début au Sri Lanka dans un surf camp et ensuite en Thaïlande sur une île qui s'appelle Koh Phangan. Dans un... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Koh Phangan pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Koh Phangan, c'est une petite île qui est située dans le golfe de Thaïlande, donc c'est-à-dire à l'est de la Thaïlande, pas au niveau de la mer d'Andaman. Et donc ça fait partie de ces 3 îles, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Donc on va dire, c'est très vulgaire ce que je veux dire. Koh Samui, c'est un peu l'île de la prostitution. Koh Phangan, c'est l'île de la fête et du New Age. Et Koh Tao, c'est l'île de la plongée, pour faire la plongée sous-marine. Voilà. C'est horrible. Donc Koh Phangan, c'est un petit peu divisé en 2. Donc il y a le sud qui est très connu notamment pour la fête de la Full Moon Party. Et des half moon, bref, toutes ces fêtes-là. Toutes les moons, les demi-moons, les quarts de moon, les blacks, les whites, tout ce que tu veux. Voilà, tu as une fête, donc tous les jours, quoi. Et dans le côté plus nord-ouest de l'île, tu as une sorte de communauté ou de monde qui s'est un petit peu développé autour du yoga, du développement personnel, du bien-être, de l'exploration, en fait, d'états de conscience modifiés, intérieurs, voilà. Et moi, j'ai atterri là-bas par mon copain de l'époque, avec qui donc, je vivais là-bas, dans une petite cabane dans un arbre. Donc, t'as fait le trip à fond, quoi. Oui et non. C'est-à-dire que déjà, en arrivant là-bas, je ne savais pas. Je l'ai découvert au fur et à mesure et je l'ai découvert sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que petit à petit, s'est instaurée une dissonance cognitive par rapport au milieu dans lequel j'évoluais et la façon dont moi, je me sentais. Et j'ai l'impression que plus j'étais dans ces trucs-là, plus je devenais dépressive. Et je ne comprenais pas. Ce qui est contre-productif. Je me disais, mais je suis au paradis et j'ai jamais été aussi mal. Enfin, après, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. J'avais une belle vie. Voilà, mais dans ma tête, j'étais pas bien. J'avais un très grand sentiment de solitude. Sentiment de solitude que j'avais déjà ressenti en habitant en Australie, notamment à Sydney, donc qui est une société très individualiste, capitaliste. Et je ressentais cette même chose de solitude, mais dans un milieu où pourtant tout est là pour faire en sorte que tu sois bien. C'est le monde de Peter Pan, hein, vraiment. Tout est beau, c'est pas cher, les gens sont gentils.
il y a pas de, il y a rien qui va pas. Mais au final, j'étais seule. Alors, moi, je finissais par culpabiliser. Je me disais, si je suis pas bien là, mais je serais bien nulle part. Qu'est-ce qui va pas? Je dois faire de la dépression, ce qui est fortement possible aussi. Hein. Mais mais je voyais qu'aussi les gens étaient pas bien. Alors quand je parle des gens qui habitaient là-bas, je parle pas des locaux de taille, parce qu'il y a une séparation aussi dans ces milieux-là entre, on va dire, un peu des expats blancs privilégiés, grosso modo, et des locaux, alors qui sont pas du tout des pauvres exploités. Hein. Dans le cadre des tailles là-bas, justement, ils savent, justement, c'est une culture qui est très nationaliste et ils savent très bien tirer profit des touristes, des blancs paumés. Non, mais c'est ça, c'est terrible, c'est terrible. En fait, dans les deux sens, c'est terrible parce que t'as une forme de néocolonialisme qui s'ignore versus un intérêt financier des locaux à profiter d'un truc sans trop se poser de questions. Enfin, c'est gerbant. Oui, mais enfin, les tailles, je crois, ils sont moins dissociés que les blancs, quoi. Ah oui. Et puis la Thaïlande est un pays qui n'a jamais été colonisé, donc il n'y a pas du tout ce rapport-là, si tu veux, comme il pourrait y avoir par exemple à Goa ou des choses comme ça, où justement c'est très gênant parce que les locaux sont un petit peu exploités, parfois ils se font très mal parler. Je veux dire, tu parles mal à un Thaï à Koh Phangan. Même quand tu parles, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai failli me faire tuer. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une culture qui est très forte. Ils se font pas du tout marcher dessus, et tant mieux. Tant mieux. Mais justement, parfois ça va dans des extrêmes. Ce sont deux mondes très séparés. Mais alors je sais plus pourquoi j'en étais arrivée. Parce qu'il y a une dissonance. Tout est bien, tout est gentil. Oui, et en fait, au final, tout le monde est très seul, tout le monde s'utilise, tout le monde est en train de vendre sa soupe. Et en même temps, il y a beaucoup de créativité, c'est-à-dire que il y a ce truc aussi, d'ailleurs la Thaïlande c'est un pays qui est très capitaliste, très traditionnel à la fois très capitaliste, où il y a ce côté aussi américain de just do it. C'est-à-dire tu viens, tu proposes, des gens sont enthousiastes, ce serait super, on vient à tes workshops, à tes ateliers pardon, on vient à tes ateliers, on échange, enfin... Pareil, c'est pas que du mauvais, une fois de plus. Hein. Parce que sinon, je serais pas restée des mois là-bas. Mais voilà. Mais il y avait, quand tu utilisais le terme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que dans ce milieu qui était censé mener à l'épanouissement et au bien-être et tout ça, toi, tu te sentais quand même assez mal. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, plus tu essayes d'aller bien, en plus, moi j'allais bien à ce moment-là, tu vois. Plus tu vas mal, il y a cette espèce de côté de travail sur soi permanent où au bout d'un moment, tu te regardes tellement le nombril que tu te noies dans tes propres problèmes. Et autant ça, c'était pas trop quelque chose que je voyais sur moi, mais quelque chose que je voyais sur les autres. C'est-à-dire que une fois, j'en parlais donc avec mon copain de l'époque. On avait un ami anglais qui était qui vivait là-bas depuis des années, qui était à fond dans tous ces trucs, qui tous les jours faisait des ateliers, des cours. Lui, il faisait des massages, nanana. Et un jour, et en fait, on s'est très vite rendu compte que le gars commençait à virer un petit peu dans l'alcool, doucement mais sûrement. Et un jour, il nous a dit, je vais partir aux Philippines faire un petit break de Koh Phangan. C'est-à-dire que tu prends des vacances, des vacances, tu vois. Okay. Et t'es là, ok, donc si t'as besoin d'un reboot du monde de Peter Pan, c'est qu'il y a un moment... ça trouve ses limites, quoi. C'est problématique. Et ouais, pardon. Ok, non, mais si, parce que moi, je crois que c'est vraiment important de parler de ça, parce que... À mon sens, ça explique aussi le regard que tu portes sur le yoga d'aujourd'hui, plus distancié. Et donc... L'école de la vie, ouais, carrément. Voilà, au-delà de la formation, enfin ça aussi c'était une formation. Et ça explique aussi, alors j'ai vu certains articles où toi tu prenais justement du recul par rapport à cette dynamique du développement personnel et qui est très présent dans le yoga. Et même si c'est censé mener les gens à un certain bien-être ou à un certain épanouissement, comme je disais tout à l'heure, ça a aussi ses limites. Et donc, toi, comment tu vois ça? Ouais. Alors, du développement personnel, mais plus généralement, en fait, de toute cette religiosité New Age, puisque le développement personnel fait partie d'un ensemble, en fait, bien plus vaste qu'est le New Age. Moi, je pense après, c'est mon parcours personnel, mais j'avais peut-être une fascination pour les années 60-70. Quand j'étais, tu vois, ado, je me disais, si j'avais dû vivre à une autre époque, moi, je serais dans les années 70. Je pense que j'avais ce fantasme des années 70, des années hippies, où tu es dans le magic buzz, tu vas expérimenter des états supérieurs de conscience à travers le LSD ou des psychotropes, faites l'amour, pas la guerre. Et j'avais pas du tout
en filigrane, en background, les connaissances sur les limites de tout ça. Déjà, l'histoire aussi coloniale derrière. Et je pense que je voulais expérimenter ça, et j'ai été très déçue. Parce que la première chose, moi, qui m'a frappée avant même les problèmes du New Age ou du développement personnel, ça a été vraiment, voilà, à part, une fois de plus, en Thaïlande, ça a été les écarts entre les Blancs, les touristes et les locaux. J'avais vraiment l'impression de me retrouver plongée comme une espèce de consommatrice de bien-être et qui va faire ça là. Pourquoi tu fais pas ça chez toi, gros? Tu vas faire ça là, ok, parce que c'est plus tropical, que c'est plus beau, c'est plus cool. Mais finalement, en fait, il y a une forme ton bien-être n'est possible là-bas parce qu'il y a de l'exploitation d'autres personnes derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi sur place. Une fois de plus, pas accompagné, c'est encore différent, mais avant même le New Age, en voyageant, en fait. J'avais aussi vachement ce fantasme de... maintenant qui est plus du tout à la mode à cause du réchauffement climatique et des problématiques environnementales, mais voilà, du voyage, de partir loin, de faire des road trips, des trucs comme ça. Et oui, quand tu prends conscience des inégalités et aussi de la pollution que t'engendres, voilà, donc tout ça, je suis un petit peu redescendue. Bon, pour recentrer la question sur le New Age, pourquoi c'est problématique ? Comme tout, j'ai envie d'être modérée, j'ai pas envie de tout jeter à la poubelle, parce qu'il y a des choses bien, des choses moins bonnes. Mais ça a été, je pense, cette prise de conscience que c'était en fait déjà aussi dogmatique que les institutions religieuses que le New Age prétendait, entre guillemets, combattre ou revenir, qu'il y avait beaucoup de croyances derrière. Donc ça présupposait beaucoup de croyances. Alors que justement, c'est censé se défaire de la religion et des croyances. Et un manque de structure pour moi. Un manque de structure académique. Tu vois, tout à l'heure, on rigolait un peu sur les trucs flowy, de la créativité. Alors moi, j'adore la créativité, c'est super, l'art, génial. Mais si tu veux être un grand artiste, tu prends pas ton pinceau un jour où tu te réveilles, tu jettes une boîte de conserve sur une toile et c'est super, t'es un artiste. Enfin, pour moi, c'est pas ça la créativité. Pour pouvoir être créatif, il faut avoir derrière une méthode, une structure. Et pour moi, le New Age, il n'y avait pas vraiment de structure derrière. C'était un peu devenu une espèce de soupe où, en fait, sur l'autel de « sois qui tu veux être », c'est la porte ouverte à n'importe quoi, à inventer n'importe quoi, et donc à inventer, pour beaucoup de gens, parce que j'ai beaucoup vu ça, des méthodes qui sortent de nulle part, que tu inventes, que tu vends aux gens, à des gens qui auraient peut-être plus besoin d'une psychothérapie, d'une psychanalyse, peut-être aussi, même si je ne suis pas forcément toujours pour, mais de certains des médicaments, d'être aidés, leur vendre toujours des méthodes, des ateliers. Et voilà, une fois de plus, là, ça devient de l'exploitation aussi de la misère humaine. Et ça m'a beaucoup frappée. Et ça m'a beaucoup énervée aussi de voir ça. Certaines personnes qui, parfois, je pense, étaient de bonne foi et ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils étaient dans un ego trip de penser qu'ils avaient découvert une méthode alors qu'ils inventaient n'importe quoi et qu'ils le vendaient aux gens. Et parfois, des gens complètement malhonnêtes et donc des arnaqueurs, ou alors des gourous, ou même des personnes abusantes sur le plan financier, d'un point de vue sexuel, et vendre leurs trucs à des gens paumés. Et moi, j'ai vu tellement de gens paumés et qui se sont retrouvés dans des trucs à dépenser de l'argent, voire même dans des trucs presque sectaires, que ouais, ça m'a dégoûtée, parce que quand t'as pas de structure derrière, que t'as pas un minimum d'institutionnalisation, et finalement c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et donc voilà, c'est ça qui m'a un peu fait revenir. Ouais, je comprends, mais donc ça peut être aussi maltraitant bien sûr que ce qu'on décrivait tout à l'heure dans le yoga classique et que Krishnamacharya qui pousse bien et qui sûr. blesse. Enfin, ouais. C'est deux extrêmes en fait. C'est ça, mais et ça se rejoint. Donc c'est pour ça que c'est. Il faut toujours trouver un équilibre, effectivement, entre une certaine structure, une certaine rigueur qui peut servir de garde-fou, mais que si c'est trop structurant, ça peut devenir enfermant. Et en même temps, que même si c'est des enseignements qui s'adressent à tous, que chacun peut trouver un petit peu son individualité, mais que justement la structure elle est là pour éviter que ça se transforme en soupe et en flaque, et aussi une certaine rigueur académique, ça empêche l'installation d'une sorte de pseudo-science qui peut être, on l'a vu là encore récemment,
du fait que, bon, enfin, c'est un vaste débat, mais que, bon, a priori, les vaccins, ça sert quand même à pas avoir de maladie et c'est pas mal. Et dans l'histoire de l'humanité, c'était bien qu'il y ait des vaccins, quoi, parce que sinon, bah, voilà, il y aurait la rage et toutes les maladies qu'on connaît qui n'existent plus et qu'on est bien content quand même. Donc, ouais, c'est, voilà, toujours une méthode, une question d'équilibre, je trouve, entre, effectivement, la rigueur et la créativité, et que ça demande un travail à la fois collectif, mais aussi personnel, de savoir où se situer dans est-ce que je suis dans l'ego trip ou est-ce que je suis au contraire dans la maltraitance envers moi-même, et au niveau collectif de savoir, de pouvoir dire aux gens, non, je sais pas tout, t'as besoin d'un médecin, et effectivement, enfin, je suis pas non plus pour la médication à outrance, mais il y a des gens qui ont besoin de prendre des traitements à des moments peut-être, et que non, le yoga ne peut pas tout résoudre, quoi, et qu'il y a des moments où heureusement il y a d'autres structures médicales ou associatives qui sont là pour aider, et c'est important de trouver un équilibre. Sur le New Age, du coup, on a un peu avancé. Et effectivement, je trouve que c'est important parce que, encore une fois, c'est pour ça comme pour le reste. Et je trouve que t'as mis vraiment le mot, c'est est-ce que ça exploite la souffrance des gens ou pas, et est-ce que ça la renforce, et est-ce qu'on en tire profit, ou est-ce qu'au contraire, d'une façon ou d'une autre, ça arrive à l'apaiser, au moins un peu, quoi. Je voudrais revenir avec toi sur, du coup, cet angle que tu utilises pour éclairer un peu la pratique du yoga, avec peut-être une dimension féministe. Ouais. Quel lien, toi, tu pourrais créer voir entre le yoga et le féminisme, par exemple? Oh là, je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Mais t'as pas écrit des choses là-dessus? Non, c'est en cours de brainstorm depuis 2 ans dans ma tête. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a des petites bribes quand même? Parce que c'est une question compliquée, je suis d'accord, parce que moi, je travaille aussi sur le yoga et la masculinité, et c'est difficile. Et c'est peut-être bien de ne pas avoir des réponses archi tranchées. Mais en fait, il y en a tellement des portes d'entrée, des parallèles, que ça pourrait donner lieu, en fait, je pense, à plusieurs épisodes. On va faire ça. On va faire une série parallèle. Pour faire simple, dans quelle mesure le yoga, une fois de plus, c'est quelque chose qui va t'émanciper ou qui va renforcer un mal-être ou un stéréotype. Donc, dans quelle mesure un cours de yoga, il va faire en sorte que, parce qu'on parle de féminisme, qu'une personne femme ou qui se considère comme telle ressort du cours en se sentant bien ou en s'étant sentie à sa place, et pas comme étant, j'en sais, pour donner un exemple sur le poids, s'être sentie pas pouvoir faire certains mouvements parce qu'elle se sentait trop grosse, ou s'est fait faire une remarque, ou s'être pas sentie à sa place. Ou alors même d'un point de vue social. Il y a beaucoup de gens qui vont plus dans les cours de yoga en studio dans les grandes zones urbaines parce qu'ils n'en ont plus les moyens et parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le public, qui est un public, on va dire, de trentenaires, quarantenaires, privilégiés, blanches, minces, qui a le temps de se faire dur. Parce que maintenant, c'est ça aussi, c'est que comme le yoga est rentré dans le bien-être, et pour moi, c'est logique aussi, puisque ça fait du bien, et comme le bien-être est aussi un marché, eh bien, en fait, c'est devenu un luxe. C'est presque comme avoir un sac de marque, le fait de pouvoir faire du yoga dans des zones urbaines. Le tarif pour faire du yoga en studio, on va dire entre guillemets en illimité, c'est facile, 170, 180 € par mois. Il n'y a rien qui est à ce prix-là. Je ne sais pas, toi qui connais les arts martiaux, je pense qu'un abonnement d'1 an pour faire du judo 2 fois, 3 fois par semaine dans la salle municipale à côté de chez toi, je ne pense pas que ça soit ce prix. Oui. Je pense que c'est 180 € mais par an. Oui, moi, il y a vraiment eu un shift. Et le yoga, ça m'a fait découvrir ça notamment. J'ai appris les arts martiaux, j'ai vraiment été très privilégié parce que c'était dans une salle associative municipale où je pouvais m'entraîner 5 jours par semaine avec un maître extraordinaire, qui peut-être lui pour le coup il aurait dû développer un peu l'aspect business parce qu'il vivait pas décemment de son art, alors que j'en ai vu sur 3 continents différents des maîtres d'arts martiaux et lui c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Et pourtant, il n'a pas réussi. Mais oui, c'était ce modèle-là où ça coûtait 300 € par an.
Et puis, je pense qu'il y a le modèle des arts martiaux a un peu évolué et c'est bien parce que ça permet aux gens d'en vivre. Donc, c'est pas que négatif comme on disait tout à l'heure. Mais il y a un côté où moi, quand je suis arrivé dans les salles de yoga, j'ai vu que c'est pas 300 € par mois, mais limite, que c'était 20 € le cours. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que les gens ils payent comme ça 20 € le cours donc pour faire 10 cours, maintenant, c'est presque la fourchette basse, tu te rends compte. C'est ça. Alors que là-bas, c'était quand même très cher. Et c'est... Voilà, moi, j'ai découvert... j'ai eu un autre rapport entre l'argent et la pratique à ce moment-là, où par exemple, pour devenir prof dans mon art martial, il fallait à peu près 10 ans. Donc, en gros, 200 mois, un peu plus, mais voilà. Et là, pour mon premier teacher training, il y avait... c'était en 200 heures. Tu vois, mais moi, je pensais qu'il fallait aller voir le maître et qu'il te dise, d'accord, d'abord, tu peux passer la serpillière et puis après, on verra. Et, c'était un peu à la traditionnelle, quoi. C'était il y a longtemps, hein, j'avais encore un autre état d'esprit, une autre vision du monde. Et là, non, en fait, tu payais 2000 € comptant, par contre. Hein, on ne pouvait pas faire en plusieurs fois. Et puis, en fait, il y a personne, avant que je rentre dans la salle pour faire la formation, qui m'a parlé ou qui a vérifié qui j'étais, ce que j'avais fait avant, est-ce que j'étais un psychopathe ou est-ce que je savais ce que c'était l'enseignement ou est-ce que j'avais des blessures. Non, j'avais payé et c'était bon, j'avais accès à ça, quoi. Donc il y a eu un vrai shift entre la vision que j'avais de la pratique à l'époque, qui était très traditionnelle, et en fait, j'ai pris ma claque et j'ai fait, ah non, le monde moderne, c'est ça, quoi. Donc un rapport entre l'enseignement et l'argent, qui encore une fois n'était pas forcément négatif, parce qu'aujourd'hui j'en vis, alors que si je faisais que les arts martiaux, ce serait beaucoup plus difficile. Et alors moi j'ai vu ça dans le yoga et dans le pilate. C'était les deux en même temps, où je suis passé des arts martiaux en banlieue au yoga et au pilate dans Paris Centre. Donc c'est comme si j'avais fait un voyage vraiment... J'étais arrivé dans un autre monde et donc effectivement ça me permet de gagner ma vie, donc j'en suis très content, mais il y a un côté aussi effectivement très excluant de qui a l'argent et le temps, comme tu dis, tu vois, en milieu de journée, qui peut faire du yoga. Et pourtant j'ai découvert à Paris que les salles elles étaient remplies même en milieu de journée. Ça a sûrement changé un peu à l'époque avec le Covid et tout, mais à l'époque, dans certaines salles de yoga très réputées, il y a des cours toute la journée et les cours ils étaient pleins toute la journée. Et je me suis dit, mais c'est qui ces gens en fait? Moi j'étais en formation, donc c'était normal que je sois là, mais comment tu peux faire du yoga à 14h le jeudi? T'es pas au travail ou t'es pas... Alors dans Paris c'est grand, donc il y a plein de gens qui ont plein de modèles de vie différents, mais c'était quand même effectivement des gens qui étaient privilégiés. Donc un des aspects de ma démarche aussi, c'était de faire rentrer le yoga, de faire sortir ça, de cette pratique de ces milieux assez privilégiés, et d'essayer de le transmettre à des gens qui ne pouvaient pas y avoir accès de façon... dans ce modèle-là, en tout cas. Et pour boucler la boucle par rapport à ta question sur le rapport entre yoga et femmes ou yoga et féminisme, on peut voir que justement dans les années 50, le yoga était principalement pratiqué par des hommes, et notamment, en particulier en Inde, ce qui est quand même toujours un peu le cas aussi en Inde, même si ça se démocratise évidemment dans les grandes métropoles. Et d'un coup d'un seul, pas d'un coup d'un seul, mais le yoga s'est féminisé jusqu'à devenir justement presque l'apanage des femmes. On arrive à un point où justement, quand t'as un homme dans sa cour de yoga, t'es là, waouh, que fait-il ici? Il a vu de la lumière, il est rentré. Et donc ça va être d'ailleurs tout le sujet de l'article que j'ai préparé pour Esprit Yoga, qui va paraître à la rentrée en septembre, donc au moment de la sortie de ton podcast, où je t'ai interviewé sur le yoga pour les hommes que tu développes. Pourquoi c'est important de ramener du masculin dans le yoga, donc l'inverse de la question que là tu me poses. Mais donc le yoga est aujourd'hui très féminin, et pourtant il n'est pas nécessairement féministe, dans le sens où pour moi le féminisme ça englobe d'autres thématiques, à la fois la question raciale, la question du genre, la question de l'égalité sociale, la question de l'âge aussi. Donc le yoga est féminin, mais il est souvent féminin normé en fonction d'un corps précis et d'une image d'ailleurs à laquelle je ressemble personnellement. Et on peut peut-être me le reprocher, mais désolé, j'ai pas choisi d'être blanche et d'être mince. Donc c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, je vais pas changer. Mais déjà, tu te mets pas le crâne derrière les mollets en te levant le matin. Peut-être que si j'étais capable de le faire, je le ferais, mais c'est pas un choix. C'est que donc voilà. Comment est-ce que
le yoga féminin peut-il être féministe? Donc alors après, ça dépend si on s'adresse à des professeurs ou si on s'adresse à des élèves. Mais pour moi, dans l'idéal, une salle de yoga, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes, de jeunes que de vieux. On dit plus vieux. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est quoi? Les seniors, mot politiquement correct. De blancs que de personnes racisées. Et après, bon, la question du genre, c'est encore autre chose, parce que bon, ça se voit pas nécessairement. Mais voilà, que les personnes transgenres ou que hommes ou femmes puissent se sentir libres de venir, de se sentir à l'aise. Donc il y a plein de facteurs qui entrent. Voilà, on parlait du corps aussi, en fonction de ton corps, de peut-être certains handicaps, du poids. Pour moi, idéalement, et selon un aspect plus traditionnel du yoga, une salle de yoga, il doit y avoir n'importe qui rentre dedans et c'est accessible à tout le monde. Et tout le monde pratique en même temps. Et c'est ça, pour une fois que j'ai envie de parler d'union dans le yoga, pour moi, c'est ça l'union du yoga. C'est dans une salle, et moi, parfois, j'adore, tu vois. Je donnais un cours il n'y a pas si longtemps, dans ma classe, il y avait une petite fille de 9 ans, il y avait une dame de 70 ans, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et personnes transgenres. Enfin, c'est genre, venez comme vous êtes, pour reprendre le slogan de McDo, mais... Parfois, ils sont bons en marketing, il faut le dire. Ils sont carrément bons, même. Ils ont les moyens de l'être. Oui. Voilà. Mais ça, je suis d'accord. Ouais. Et voilà. Donc, pour moi, la question du féminisme dans le yoga, ok, mais c'est presque plus large que ça. C'est la question de l'inclusion en général. Donc, Et c'est pour ça que, du coup, finalement, la question du yoga pour les hommes, elle s'inscrit dans ce débat-là en quoi, en fait, oui, donc c'est ouvert à tous, donc finalement aux hommes aussi. Mais en quoi ça peut contribuer à changer la vision que les hommes ont du yoga, que les hommes ont d'eux-mêmes, et que, au-delà de l'aspect de devenir plus souple ou plus fort, aussi de modifier les rapports qu'ils peuvent entretenir avec les autres s'ils ont une image d'eux-mêmes qui est différente, notamment au niveau de la conscience du corps, de la sensibilité, que le corps, c'est pas que un outil ou une machine qu'il faut pousser toujours plus loin pour conquérir des trucs à l'extérieur. Et donc, je pense que ça peut devenir plus inclusif en leur permettant de comprendre qu'il y a une autre façon de se lier avec leur corps et de vivre aussi leurs émotions et leurs pensées différemment, que c'est pas dissocié justement, que c'est d'abord l'inclusion, elle se fait en soi, et qu'ensuite ça permet aussi de communiquer différemment avec les autres et je pense, de faire tomber certaines barrières qui sont finalement très mentales et qui, par un travail du corps différent, qui n'est pas que athlétique ou de performance, encore une fois, ça peut aussi changer la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres, quoi. Enfin, et donc ça s'inscrit dans ce mouvement-là, et que c'est intéressant ce que la différence ou la nuance que tu mets entre yoga féminin et féministe. C'est pas parce que voilà, c'est une pratique qui est majoritairement pratiquée par des femmes qu'elle est forcément inclusive ou féministe. Et donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais on retrouve un peu les dynamiques stéréotypées de genre dans le yoga. C'est-à-dire, chez les hommes, en effet, il va parfois y avoir cette volonté, en tout cas à travers le marketing et l'image de yoga, de cibler le côté force, le côté handstand, enfin posture sur les mains, voilà, abdos, etc. Et chez les femmes, peut-être aller chercher ou être impressionné ou vouloir marketer et cibler l'aspect souplesse, l'aspect flexion arrière. C'est plus sexe de faire, je sais pas moi, un pont ou chakrasana que uttanasana ou paschimottanasana. En fait, c'est la même chose, mais dans deux sens différents. Oui. Et bon, bref. Donc voilà, il y a des stéréotypes et ouais, on les retrouve dans le yoga, une fois de plus dans le yoga moderne, parce qu'on est très axé sur la dynamique corporelle, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va être un corps d'homme? Ça va être, on retrouve les stéréotypes, quoi. Un corps fort, machin, et un corps de femme plutôt mince, plutôt très souple. Mais ça renvoie aussi, moi je pense, même aussi un peu au porno, quoi. Alors vas-y, dis-nous ça. Pardon, mais ça me vient comme ça. Celle-là, je l'avais jamais faite. Non, mais tu vois, je pense par exemple, je suis en tant que prof de yoga, et je mets ma main à couper que je suis pas la seule fille à qui ça arrivé. Quand on me demande, par exemple en soirée, ça m'est déjà arrivé en soirée, quand un mec me demande ce que je fais dans la vie, tu dois être super souple. Mais tu vois que derrière, il y a un espèce de petit truc graveleux, mais non intentionnel de... elle va pouvoir mettre son pied là ou sa jambe là, tu vois. Je vois des gens en train de te tortiller. et donc, parce que j'en parlais avec une copine l'autre jour, elle me disait, ouais, mais
tu comprends, mais de manière déconstruite. Elle me disait, tu comprends, en fait, le truc avec la souplesse, c'est que les gens trouvent ça sexy. Et moi, je comprenais pas. J'étais, en cause, c'est sexy d'être souple. C'est pas... Alors oui, ne pas être raide, c'est pas sexe. Je comprends, parce que on va dire que c'est une forme, entre guillemets, de handicap quand t'es vraiment dans une grande raideur. Mais je vois pas le fait d'être contorsionniste, parce que c'est ça qu'on entend par la souplesse aujourd'hui. La souplesse, notamment, des personnes qui sont dans l'anatomie t'expliqueront que, en fait, on est tous quand même relativement souples. Mais ce que l'on entend aujourd'hui par la souplesse, c'est des choses qui vont bien au-delà de la souplesse naturelle et souhaitable, de ce qui est fonctionnel. Ça va dans quelque chose qui est de l'ordre de la contorsion. Et à quel moment, en fait, c'est drôle parce que tu vois, l'image a évolué. Aujourd'hui, on trouve ça donc apparemment sexy. Et moi, je pense que c'est aussi lié à l'image de la femme très stéréotypée et le rapport à la pornographie qui fait qu'on trouve ça sexe. Mais quand on voyait un petit peu, par exemple, les saltimbanques au 19e ou 20e siècle qui faisaient des contorsions, on se foutait un peu d'eux, quoi. C'était de la moquerie ou alors c'était une sorte de fascination, répulsion. Oui, de monstre un peu. Oui, du monstre, du freak, tu vois. Donc ça aussi, c'est l'évolution des constructions de l'image, du corps. Enfin, voilà. Donc moi, ça me passionne d'essayer d'observer, de comprendre ces trucs-là. Et je sais plus pourquoi j'en suis arrivée là. Mais voilà. Parce que c'était... Ouais, mais on va reboucler. Mais effectivement, que du coup, si je dis que je suis prof de yoga, ça a un certain attrait aussi. Effectivement. On va dire, tu sais faire une sexualisation du yoga. C'est pas toujours mal. Et donc, du coup, de dire que au-delà de ça, que effectivement, la pratique, c'est... ça peut être très clivant, parce que oui, les hommes sont forts et les femmes sont souples, enfin le cliché qu'on retrouve à chaque fois. Et pourtant, le vinyasa, notamment, où c'est une pratique où il y a une certaine intensité physique, j'ai fait des arts martiaux, du fitness, enfin pas mal de pratiques. Et ça, c'est la pratique la plus transversale que j'ai vue, parce que ça demande en fait un ensemble de qualités, et justement qui peut aller au-delà de ces clivages un peu artificiels, où effectivement ça demande à la fois de la force dans le haut du corps pour enchaîner les vinyasas, donc qui est pas, enfin je travaille beaucoup avec les femmes, ce qui est pas ce qui est développé peut-être de façon culturelle chez les femmes qui sont plutôt orientées vers des activités de souplesse, et à l'inverse ça demande beaucoup de souplesse et de mobilité pour des hommes qui sont eux plutôt spontanément orientés vers des activités de force. Donc là ça permet une transversalité, c'est-à-dire que tu vas, pour encore une fois, réussir cette pratique qui n'est pas forcément un but en soi, mais ça demande d'aller chercher les qualités de l'autre. Et ça, j'ai trouvé que ça permettait de rassembler quand même beaucoup d'hommes et de femmes. Alors, parce que moi, j'ai pratiqué dans des environnements mixtes où c'était quasiment équilibré. Je pense à des retraites de profs, notamment, où là, ça attire un public qui est déjà plus informé, mais où vraiment le vinyasa, c'était intéressant pour ça, que les femmes pouvaient, encore une fois de façon très stéréotypée, aller chercher cette force dans le haut du corps, et les hommes pouvaient développer cette souplesse. Et donc là, j'ai trouvé que pour le coup, c'était un bon moyen d'union, quoi. Et de dépasser un peu ces clivages. Continue. Tu dois pas y aller bientôt, mais si tu as encore quelques questions. Alors justement, j'ai fait ce petit clin d'œil aux questions d'union, parce que peut-être qu'il faudrait faire 10 podcasts pour expliquer tout ça, mais que justement, avant l'entretien, on a parlé du fait que le yoga s'était présenté comme une méthode d'union, et moi j'en ai parlé et reparlé comme ça, et c'est un peu mon pivot. Mais tu expliquais que peut-être traditionnellement, en fait, à la base, pas traditionnellement du coup, que à la base, c'était peut-être un moyen de dissociation. Et là, tu fous tout mon truc en l'air, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce que tu peux revenir rapidement là-dessus, sur le fait que, en fait, peut-être que aux racines du yoga, c'était pas un moyen d'union, mais un moyen de dissocier. Oui, alors par où commencer ? C'est vrai qu'on fait souvent référence à la racine sanskrite du mot yoga, qui est le mot yuj, la racine yuj, pour dire que le yoga, c'est l'union. Parce qu'en effet, la racine sanskrite yuj veut notamment dire union. Sauf qu'un travail sur la linguistique qui a été fait par beaucoup de chercheurs, même depuis des dizaines d'années, et même par les sanskritistes antiques de l'époque, explique bien que déjà le mot yoga, il y a énormément d'acceptions,
énormément de définitions du mot yoga. Et pour la racine sanskrit de yuj, en effet, ça peut vouloir dire notamment unir, mais ça peut aussi vouloir faire référence à une forme de séparation. Et donc, je m'explique. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, donc, qui est le premier traité normatif sur le yoga, la philosophie qui est développée, enfin le point de vue qui est développé, donc la darshana, le darshana, c'est le samkhya. Et le samkhya, donc, c'est une philosophie de l'Inde, donc il y en a 6 différentes. Et donc le samkhya est une philosophie dualiste. Dualiste, ça veut dire duel, ça veut dire qu'il y a 2 choses et 2 principes à la racine de ce qu'on va voir. Et donc dans le samkhya, l'idée, donc comme dans toutes les philosophies de l'Inde et puis de cette époque, la question, ça va être la question de comment atteindre la libération. Et dans le samkhya, qui est une philosophie dualiste, la libération va advenir, et c'est ce sur quoi se base le Yoga Sutra de Patanjali, qu'on utilise tout le temps pour parler d'union dans le yoga. Dans le samkhya, donc, la libération va venir de la séparation entre les 2 principes de base, qui est donc pour le premier la prakriti, la nature primordiale, toutes les choses matérielles, et de l'autre, un principe de pure conscience qui s'appelle le purusha. Et la libération va venir à partir du moment où, à l'intérieur de nous, on va réussir à dissocier, non pas sur le plan intellectuel, mais vraiment éprouver, ou au terme de multiples exercices de méditation d'une vie entière d'ascèse, distinguer notre principe spirituel de tout le matériel, en fait, de l'ensemble du monde matériel. Donc, c'est un raisonnement, on va dire, philosophique. Il ne faut pas essayer de comprendre non plus que ça, puisque sinon, après, comment ça arrive, j'en sais rien, gars. Je suis pas libérée. Donc, donc, en général, quand une fois que tu es libérée, tu ne reviens pas pour en parler. Donc, voilà. Mais que c'était intéressant parce que c'est un peu à l'inverse d'autres courants qu'on met souvent en avant. Quoi. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs points de vue, plusieurs philosophies dans l'hindouisme. Donc là, on parlait du Samkhya qui a servi de base pour l'élaboration du Yoga Sutra de Patanjali, que l'on cite pour dire que le yoga suit l'union, alors que dans le livre, que dans le Samkhya, on est plutôt justement dans une désunion, donc la désunion de la Prakriti et du Purusha. Et donc, il y a un autre point de vue, une autre philosophie, une autre darshana, qui s'appelle notamment l'Advaita Vedanta, donc philosophie de la non-dualité. Voilà, parce que en fait, c'est intéressant, le sanskrit, si on prend un tout petit peu de temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus proches de nous que ce qu'on peut penser. Donc, ça veut dire l'absence de, c'est ça. Et dva, c'est comme dual, enfin, ça a donné, ça, c'est de la non-dualité, quoi. Donc, sur des termes qui peuvent paraître un peu complètement étrangers, exotiques, en fait, si on prend le temps, on se rend compte que le français, c'est aussi une langue indo-européenne, et donc il y a beaucoup de choses qui viennent... Comme la plupart des langues européennes qui sont proches du sanskrit, d'une certaine façon. Enfin, le sanskrit est une langue européenne, comme le français, comme la plupart des langues latines d'Europe. Donc, c'est la non-dualité. Et donc oui, dans l'Advaita Vedanta, donc, qui est une philosophie de la non-dualité, donc, pareil, le but, ça va être la libération, donc la libération du cycle des renaissances, la libération on va dire de l'esprit, de la conscience du cycle des renaissances. On va arrêter de renaître. L'idée, ça va être que pour justement être libéré, il va falloir réunir à l'intérieur de soi, on va dire comprendre, mais au-delà de l'intellect, on va dire éprouver à l'intérieur de soi, comprendre qu'à l'intérieur de nous, notre principe de conscience pure qui s'appelle l'Atman, et finalement un fragment de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle le Brahman, qui est quelque chose d'à la fois transcendant, immanent, qui a toujours été là, qui est inexplicable, qui est au-delà du visible, et donc qu'à l'intérieur de nous existe un fragment d'immortalité. Et donc ça, c'est la non-dualité. Ça va être comprendre qu'Atman égale Brahman. Et donc s'il y a 2 choses, la libération vient du fait qu'en fait ces 2 choses n'en sont qu'une. Voilà, et c'est ce qui est développé notamment dans tous les textes comme les Upanishads, etc. Et donc, comment on est passé du l'un à l'autre, de dire que le yoga c'est l'union, alors que en disant que c'est par rapport au Yoga Sutra de Patanjali. Donc oui, le yoga, ça peut être l'union si on le voit à travers les lunettes de l'Advaita Vedanta, donc de la non-dualité. Sauf qu'on ne peut pas dire que le yoga, c'est l'union si on se réfère au Yoga Sutra de Patanjali, puisque dans le Yoga Sutra de Patanjali, le yoga, ça va être plutôt la désunion. Et pour reprendre les termes d'un prof de fac qui s'appelle Alexandre Assier, qui est historien et spécialiste de l'Inde ancienne, lui va parler d'un divorce. Il va dire, voilà, il faudrait plutôt parler d'un divorce que parler d'une union.
Voilà, donc c'était la petite histoire, c'est très clair. Bah si, mais c'est dense en même temps, Oui. c'est à la fois des notions historiques et philosophiques qui sont un peu complexes. Oui. Mais enfin, moi, je me suis intéressé à ça, donc forcément, je comprends. Enfin, de quoi tu parles, hein, je comprends pas voilà. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir que, en fait, là aussi, ça questionne la définition que moi je donne dans tout ce que j'ai produit jusque-là. Je dis oui, le yoga c'est une pratique d'union, alors qu'on voit c'est pas faux. C'est pas faux. Mais dans le texte fondateur, il y a aussi le gars, en fait, il disait complètement l'inverse. Donc mais c'est juste parce qu'il y a plein de yogas différents, parce qu'on peut voir le yoga, par les lunettes du Samkhya, par les lunettes de l'Advaita Vedanta, et donc ce que on expliquait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, c'est qu'au fur et à mesure des siècles en Inde, la philosophie qui va gagner le plus de terrain, qui va devenir de plus en plus populaire et qui n'est pas la seule évidemment, mais qui va peut-être séduire le plus, ça va être la philosophie de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité, qui va être la plus prégnante en Inde, et que la plupart des gourous modernes qui nous ont transmis le yoga, qui sont venus en Occident, ou qui ne sont pas venus, mais en tout cas qui ont transmis le yoga, ont pris ces lunettes-là de la non-dualité pour expliquer le yoga. Mais du coup, nous, quand on s'intéresse à ça, on dit « Ah bah zut, il y a un trou, il y a une espèce de faille spatio-temporelle de comment on est arrivé de ce texte qui dit pas ça à aujourd'hui mon prof qui me dit ça. » Et donc, voilà, après, tu remontes et tu dis « Ah bah c'est pour ça, truc... » C'est chouette, mais j'ai l'immention de faire des enquêtes, tu vois. Mais oui, c'est ça. Non, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de chronologie à trous, je comprends pas, et après, tac, je mets des petits trucs. Et c'est... détective. Je comprends l'attrait que ça peut avoir. Et encore une fois, je pense qu'au-delà de l'aspect purement intellectuel, il y a quelque chose aussi. Si on a un peu une démarche d'introspection quand on pratique le yoga, bah là, ça permet aussi de nuancer les choses et que c'est jamais en bloc et c'est jamais d'un seul tenant. Et que, bah oui, il peut y avoir des contradictions et réussir à accepter les contradictions et le fait que ce soit pas monolithique. Et que d'un côté, c'est difficile parce que c'est pas rassurant. On peut pas s'appuyer et dire ah ça c'est bon, c'est figé. Et en fait, ça aide. C'est dans la démarche du yoga aussi d'accepter la multiplicité, la fluidité. Parce que sinon tu deviens dogmatique. Exactement. Tu deviens dogmatique alors que tu es justement allé pour la plupart des gens dans le yoga parce que tu avais besoin de cette fameuse liberté ou de cette fameuse créativité dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est là où ça risque de devenir quelque chose de sectaire, puisqu'on revient à notre histoire du New Age tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le New Age, cette religiosité, a pris tant de substance à l'époque, dans les années 50, 60, parce qu'il y avait un tel rigorisme dans le protestantisme, dans l'Église, que la jeunesse de l'époque se reconnaissait plus là-dedans, avait besoin d'un nouveau souffle, de création. Mais après, quand tu rejettes aussi tout, tu vas dans un extrême. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, dans le yoga. C'est-à-dire que j'ai pas envie de prendre le yoga comme un dogme, parce que de toute façon, à partir du moment où tu commences à étudier cette discipline, tu te rends compte que c'est impossible d'être dogmatique, parce qu'il y a tellement d'influences, c'est tellement complexe, il n'y a pas de linéarité. Et finalement, moi, je trouve ça plutôt joyeux et rassurant, parce que c'est en constante évolution, et donc tu fais partie toi aussi de cette évolution. Et philosophiquement, je trouve ça super beau aussi de se sentir intégré aussi dans l'évolution historique, sociale d'une discipline, de la comprendre. Au contraire, ça l'enrichit, ça enrichit encore plus. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Il y a des lignées, mais pas de linéarité, et qu'effectivement, il y a à la fois une progression, quand même, puisqu'on l'a vu entre ce que c'était sûrement à l'époque et ce que c'était au 19e siècle et ce que c'est maintenant, il y a des points communs, mais ça a beaucoup changé. Et il y a quelque chose de cyclique, en fait, que chaque génération, elle doit faire, pour garder les enseignements vivants, elle doit faire des expériences, en fait. Et que si on lui dit, comme un enfant, en fait, si on lui explique les trucs, c'est pas pour ça qu'il les comprend. Il faut aussi vivre vivre certaines expériences pour garder l'enseignement, justement, pas rigide et sec, mais pour le garder un peu juicy, quoi. Donc tu participes à ça avec ton enseignement et avec ton blog et avec tes articles. Et c'est moi qui te remercie justement de faire ça. Alors, avant de terminer, est-ce que justement, tu as une recommandation pour les personnes qui nous ont écoutés? Donc, est-ce que c'est, je sais pas, un livre, une pratique, une balade, une recette, un film, je sais pas, avec quoi on peut repartir? Mais quelque chose on va dire de concret, de matériel, ou juste ça peut être un conseil ou d'immatériel? Alors un conseil, voilà, un enseignement, ou alors une recommandation de bouquin avec qu'est-ce que tu pourrais nous recommander qui nous fait du bien? Alors les meilleurs leggings de ma marque que je viens de créer, alors à 150 € payable en 3 fois sans frais pour bien pratiquer. Et qui t'amèneront à l'éveil spirituel directement en une seule séance. C'était une blague, je n'ai pas de marque.
alors, bonne question. Si c'est trop long, mon hésitation, tu pourras couper. Mais on va tout éditer de toute façon. Ouais, non, de pas se laisser décourager, je pense. Je dis ça aussi parce que donc là, ton épisode va sûrement sortir en septembre, et je pense qu'en ce moment, enfin, je ressens, parce que parfois moi aussi, je fais confiance à mon ressenti, tu vois. Donc je ressens que le monde du yoga en ce moment est un peu tourmenté. En tout cas à Paris. Encore plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Je pense que là, tout est un petit peu en train de s'effondrer. C'est le grand effondrement. Qui du chaos va jaillir quelque chose. Exactement, c'est le Kali Yuga. Là. C'est ça. C'est l'âge sombre. Non, de ne pas se laisser distraire, je pense, par l'image du yoga. Parce que moi, tout ce que je vois en ce moment et depuis quelques temps, on est vraiment dans l'image. Et j'y contribue, hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis exempte de ça, mais il y a aussi ici une dissonance cognitive. J'essaie de faire ça le mieux possible. De pas essayer de se faire avaler par l'image du yoga sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, si on est pratiquant, de pas se laisser avoir par le truc d'ego trip, de se dire qu'on fait pas assez bien, qu'on pourrait faire mieux, qu'on peut être dans la progression, que notre pratique, elle est pas bien, que... Voilà, vraiment... un espace de non-jugement pour le yoga et pour les enseignants, et notamment, soit d'ailleurs les très jeunes enseignants qui sont un petit peu perdus parce que c'est difficile de se faire une place, ou par les enseignants aussi plus anciens qui là sont aussi un petit peu perdus parce qu'ils sont en train de perdre leur place et qu'on est en train de... Tout est en train de bouger dans tous les sens, que les lignes bougent, etc. De pas rejeter le yoga, de le garder en tout cas pour soi comme quelque chose d'intérieur, de quelque chose de privé aussi. Du domaine du privé et de laisser à distance l'image médiatique et l'image publique du yoga qui, pour moi, parfois peut affecter notre relation à cet objet immatériel. Voilà. Okay. Oui, que ça peut du coup décourager ou créer un sentiment d'infériorité presque, de se dire « Ah non, mais moi je suis pas comme ça ». Ou juste ramener... le fait que le yoga soit ramené aujourd'hui à une discipline, un truc très axé sur le corps, à la dynamique des studios qui te payent mal, qui ferment, qui te considèrent mal, enfin tout le business en fait autour du yoga. Et c'est vrai que je vois qu'il y a parfois cette tension à confondre ce qu'est le yoga avec le business du yoga. Et voilà, moi j'essaye de me remettre dans mes chaussures les premières fois que j'ai fait du yoga, et j'ai trouvé ça super et que j'avais pas du tout conscience de tout ce milieu-là, ou que justement tu pratiquais dans tes petites salles municipales parce que les studios étaient pas encore à la mode. Mais en fait, le yoga n'a pas changé. C'est ce qu'on en fait, c'est le regard qu'on porte dessus qui évolue et qui change. Mais il faut pas que ça nous dégoûte. Parce que parfois aussi, quand t'es dans l'analyse, comme moi, je le suis beaucoup dans ma tête, tu vois. Non, mais c'est vrai, même toi aussi avec le podcast, ou même quand t'es pratiquant, tu remets en question ta pratique et c'est bien, et tout ça est sain. Mais au bout d'un moment, ça peut dégoûter. Parce que, tu vois. Oui, ça perd du spontané. Ça dégoûte, et puis tu te remets tellement en question qu'au bout d'un moment, t'es dans le rejet. Et je pense que ça fait partie du parcours aussi. Et c'est ça, la maturité, en l'occurrence, l'immaturité, c'est-à-dire d'avoir du mal à distinguer les deux. Mais donc, une forme de maturité serait de prendre ses distances, en tout cas à l'intérieur de soi, avec ce truc image versus notre pratique perso, et qui, en fait, est dénué de tout rapport au public, de jugement, et voilà. Mais donc, oui, effectivement, c'est en train de changer, je pense, pour plein de raisons et sous plein d'angles différents. Enfin, en tout cas, je vois ce que tu veux dire et que c'est intéressant. Tu as utilisé le terme privé. J'aurais envie de dire que c'est presque intime. Oui. Parce que justement, moi, je suis pas un performeur de génie. J'ai admiré des profs et je me disais, mais à chaque fois, en fait, je voyais des profs et je me disais, mais j'arriverai jamais à faire comme eux. Et en fait, j'arrive toujours pas à faire comme eux, et c'est pas grave, et c'est très bien. Mais par contre, j'ai développé quelque chose de beaucoup plus profond, peut-être moins sexy, mais qui m'a plus aidé dans ma vie, en fait, d'individu plutôt que de saltimbanque contorsionniste, équilibriste, que je ne suis toujours pas finalement. Et ça me va très bien. Mais donc, d'insister sur le fait que le yoga ça puisse être quelque chose d'intime, et donc que du coup tu puisses pas forcément montrer, que tu puisses le manifester, mais que tu peux pas faire un post Instagram sur regarde comment je suis en lien avec mes sensations. Tu vois, manifester versus montrer, c'est cool. C'est voilà. Et que forcément alors qu'on est
beaucoup dans la projection pour faire tourner le business, justement, alors que le but du yoga, c'est d'arrêter les projections à la base. Donc, il y a une contradiction. Pour moi, on est dans une impasse totale. Bah c'est bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est un moment parce que effectivement, ça fait de plus en plus de gens savent ce que c'est que le yoga et on n'a pas bien compris forcément comment c'était, mais on sait que ça peut nous faire du bien. Ouais, je suis très dégoûtée que les gens savent pas faire la différence entre Purusha, Prakriti, Brahman, Atman. Hein. Voilà, mais c'est faux. Voilà pour l'instant. Mais non, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Oui, ni de faire l'équilibre sur la tête, ni de savoir tout ça, ni de parler sanskrit. Mais donc, je pense que voilà, pour magnifique conclusion. Il y a quelque chose de plus accessible. Que voilà, mais ton travail, avec ton blog notamment, ça y contribue. C'est essayer de rendre des choses complexes plus accessibles. Voilà. Exactement. Mais pas de complexifier pour rendre les choses élitistes. Oui, voilà. Ni que ce soit intellectuellement, ni physiquement. Et que, en fait, ça peut rentrer dans le quotidien. Et je pense que... alors, j'ai pas passé beaucoup de temps en Inde, mais ce que je peux voir des arts martiaux, de la façon dont c'était pratiqué, c'était dans le quotidien. C'était dans la vie en général, et ça imprégnait tout. Et oui, il y avait des moments où on se mettait sur le tapis, où quand on faisait les arts martiaux, il y avait le moment de l'entraînement. Mais en fait, l'entraînement, c'était juste un aspect d'une pratique qui était tout le temps dans le quotidien, et comment tu fais à manger, et comment tu te promènes, et comment tu parles aux gens. Exactement. Et peut-être qu'il y a des gens, peut-être même dans leurs rêves, ils continuent à pratiquer. Enfin, et donc, je crois qu'il y a vraiment sur la vision de ce que c'est que la pratique ou l'exercice, et même de la façon dont le quotidien peut être vécu différemment, et où il y a une dimension d'intégration pour le coup. C'est en ça que c'est bénéfique, la rencontre du yoga et de l'Occident. Je sais pas si c'est clair, il faudrait faire 20 000 épisodes de plus, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne, parce que voilà, c'est encore une fois, merci et bravo pour ton travail, et que c'est vraiment nécessaire, quoi. Autant la façon dont t'enseignes, je pense, que ce que tu écris. Donc merci. Merci. Salut. Salut.